Peut-être pour revenir sur le sujet de l'agriculture et l'énergie, pour vous, c'est quoi un modèle agricole dans lequel il y a une contraction sur l'énergie? Ça ressemble à quoi? Alors c'est un modèle qui disposera d'une plus grande difficulté à avoir un débouché aval important, enfin géographiquement large de ces produits. Donc ça veut dire que vous devrez trouver votre zone de chalandise plus près, avec moins d'étapes de transformation. Donc je disais tout à l'heure, le maïs passe chez un transformateur d'aliments, qui passe chez le cochon, qui passe lui-même dans une découpe dans un abattoir, qui passe dans une découpe industrielle, qui passe je sais pas où, qui passe au supermarché, enfin bon bref. Donc ça se raccourcira. C'est une agriculture qui sera plus sobre en gros animaux, parce qu'elle sera nécessairement moins productive, parce que ce qui aujourd'hui permet de rendre les cultures très productives, c'est le fait qu'on ait explosé le cycle de l'azote, hein. C'est le fait que vous ameniez des amendements de synthèse en grande quantité. Si vous avez juste les amendements des animaux qui défèquent dans les champs, ça ne suffit pas. C'est une agriculture avec des exploitations qui sont globalement plus diversifiées. C'est une agriculture dans laquelle vous récupérez des services écosystémiques qui avant vous débarrassaient d'une partie des maladies et des ravageurs, c'est-à-dire les oiseaux, la compétition entre insectes, etc., donc avec des haies. Ou des endroits où il y a des bestioles qui puissent se mettre parce que ça vous mange une partie des prédateurs. C'est une agriculture dont, comme je disais tout à l'heure, les produits en sortie vont valoir plus cher. Nécessairement. Voilà. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait depuis qu'on a mis des combustibles fossiles dans l'agriculture, c'est-à-dire plus spécialisée, plus exportatrice, plus productive. C'est exactement l'inverse de ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça arrive en une semaine. Par contre, je ne crois que marginalement au fait qu'on va avoir des tracteurs autonomes robotisés qui vont vous bouffer, qui vont se nourrir avec les limaces qui bouffent dans les champs. Je ne crois pas trop. Et juste pour finir, c'est une agriculture qui réintègre de la force de travail. Je suis totalement convaincu du fait que le monde dématérialisé, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas des employés de bureau qui ressortent le soir avec le pli du pantalon impeccable. Le grand paradoxe, c'est qu'une économie plus dématérialisée est une économie dans laquelle il y a plus de travail manuel. Donc vous avez parlé de la contraction énergétique. Qu'est-ce que vous voyez comme solution Vous avez parlé de l'éolienne, du nucléaire. Comment est-ce que vous... Alors je vais déjà commencer par vous rappeler qu'elle est déjà là en Europe, cette contraction énergétique. L'énergie que nous utilisons aujourd'hui dans le monde est à 80% constituée de combustibles fossiles. Les combustibles fossiles portent bien leur nom puisque c'est des restes fossilisés de vie ancienne. La manière dont le pétrole et le gaz se sont constitués, c'est que vous avez du plancton et des microalgues qui ont fait des résidus organiques mélangés à du sédiment minéral près des côtes en général. Par la tectonique des plaques, ce truc-là est enfoui sous le sol et la géothermie vous cuit ça, vous distille ça à petit feu jusqu'au moment où ça vous exsude du gaz et du pétrole qui vont, dans les bons cas de figure, se concentrer dans des roches poreuses qui sont situées au-dessus. Il faut 50 à 400 millions d'années pour que ça se passe, donc c'est un peu lent pour que ce soit renouvelable. Le charbon, c'est les fougères qui ont poussé à l'ère du charbon au Carbonifère, donc il y a quelques centaines de millions d'années, 300 si ma mémoire est bonne, qui se sont fossilisés avec le même processus et qui donnent aujourd'hui des veines de charbon. 80% c'est de l'approvisionnement énergétique, c'est des combustibles fossiles. Le fait de passer à autre... Alors pardon, ces combustibles fossiles sont épuisables. D'accord ? Comme ils se renouvellent en 50 à 400 millions d'années, la vitesse à laquelle on tape dedans ne leur permet pas de se reconstituer. Et là, vous avez un petit théorème de maths qui vous dit que quand vous tapez dans un stock de départ qui ne peut pas se reconstituer, l'extraction de votre stock suit un bicorne de polytechnicien. Là, ça part de zéro, ça passe par un maximum et ça repasse à zéro. C'est vrai, soit dit en passant, pour le pétrole et le gaz, mais c'est vrai pour le minerai de cuivre et c'est vrai pour l'argent. D'accord ? Tout ce qu'on peut sortir de la croûte terrestre et qui n'est pas renouvelable aura un pic à son extraction annuelle. C'est une nécessité mathématique. Il se trouve qu'en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de roche-mère, le pétrole et le gaz qui est resté prisonnier dans la roche-mère qui l'a vu naître avant de migrer vers une roche-réservoir. Et tout ce qui n'est pas les sables bitumineux, c'est-à-dire ce qu'on a au Canada et qui est du vieux pétrole qui a migré en surface, qui a perdu ses éléments volatiles dans une roche qui était du sable, donc ça vous fait du sable mélangé à du bitume. Eh bien, tout ce qui n'est pas les sables bitumineux et le pétrole de roche-mère, la production mondiale a décliné depuis 2008. Qui en avait déjà entendu parler ?
Vous êtes beaucoup mieux informés que la population française. Et pourtant, toutes les mains doivent se lever. C'est le déclencheur direct de la crise des subprimes. Hein. C'est le déclencheur direct de la crise des subprimes. Je n'ai pas mes graphiques aujourd'hui pour vous le montrer, mais j'ai des enregistrements vidéo sur Internet. Vous irez voir la démonstration dessus, en basse résolution. Bah oui, sinon ça fait trop de pollution numérique. Donc le pétrole conventionnel dans le monde décline depuis 2008. Alors le pétrole non conventionnel, pour le moment, il fait plus que compenser le déclin. Mais dans ce non conventionnel, on a du mal à savoir ce qu'il y a exactement, parce que vous avez du vrai pétrole, vous avez du faux pétrole, des liquides de gaz, etc. Donc c'est un peu difficile d'y retrouver ces petits. L'alimentation européenne en pétrole décline depuis 2006. Donc de 2006 à 2014, ça décline. De 2014 à 2018, c'est reparti dans l'autre sens. C'est la raison pour laquelle Hollande a vu la courbe du chômage s'inverser sur la fin de son mandat et Macron a vu la courbe du chômage s'inverser sur le début de son mandat. Ni l'un ni l'autre n'y sont pour quoi que ce soit. C'est juste que l'approvisionnement européen en pétrole est reparti dans l'autre sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle les émissions de CO2 des transports sont reparties dans l'autre sens. Même cause, deux effets différents. Donc l'Europe décline en pétrole depuis 2006 et ça va recommencer à s'inverser dans pas longtemps. L'approvisionnement européen en gaz décline depuis 2005. À l'époque, en 2005, 60% du gaz européen vient de la mer du Nord qui a passé son pic en 2005. Donc depuis, l'approvisionnement européen en gaz décline. L'approvisionnement européen en charbon décline depuis au moins 1980, donc bien avant les sujets de changement climatique, parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans les mines de charbon en Europe et donc le déclin géologique, enfin le début du déclin géologique est passé depuis longtemps. 1914, je crois, en Grande-Bretagne, 1950, je crois, en Allemagne. Enfin bon, voilà, donc il y a longtemps que c'est passé. Charbon, pétrole et gaz font aussi 80% de l'approvisionnement énergétique européen. Aussi. Et soit dit en passant, pour l'énergie qui rentre dans les machines en France, les combustibles fossiles font les 3/4. Donc vous avez tous lu dans le journal qu'on était un pays tout nucléaire. Non, on est un pays à dominante nucléaire dans l'électricité, mais si je regarde toutes les machines qui fonctionnent en France, 3/4 de l'énergie qui les alimente, parce que dans ces machines, il y a aussi des voitures, des camions, etc. 3/4 de l'énergie qui les alimente, c'est des combustibles fossiles. En France aussi. Donc l'approvisionnement européen en charbon décline, l'approvisionnement européen en gaz décline, l'approvisionnement européen en pétrole décline, et comme 0 plus 0, ça fait toujours la tête à Toto, l'approvisionnement énergétique européen décline. Donc nous, la contraction énergétique, on y est déjà. D'accord ? Et en fait, toute la zone OCDE y est déjà. Le Japon y est aussi, même les États-Unis y sont d'une certaine manière. Bon. Et c'est ça qui explique le marasme économique dont ces pays n'arrivent pas à sortir, malgré les inondations de milliers de milliards par la Banque centrale, et malgré tout ce qu'on peut mettre comme petit trou dans le droit social pour essayer de faire en sorte que les gens bossent pour moins cher. Malgré tout ça, le truc continue à être en plein marasme. Dans cette affaire-là, que peuvent les sources non fossiles ? Alors dans les sources non fossiles, vous en avez 2. Vous avez les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors en fait, je devrais dire les nucléaires, parce qu'il y a plusieurs manières d'exploiter l'énergie nucléaire. Il n'y en a pas qu'une. L'une comme l'autre ont quand même un peu besoin quand même des énergies fossiles. Les énergies renouvelables ont besoin des énergies fossiles parce qu'il faut fabriquer le collecteur de l'énergie renouvelable. Il faut fabriquer le barrage, si c'est de l'hydroélectricité. Il faut fabriquer la chaudière, si c'est une chaudière à bois. Et pour celles qui viennent à l'esprit de tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux solaires, eh bien, il faut de l'énergie fossile pour faire la métallurgie et la chimie qui vont permettre de fabriquer des panneaux et des éoliennes. Et soit dit en passant, il faut beaucoup plus de métallurgie pour faire des éoliennes et des panneaux solaires que pour faire des modes traditionnels de production électrique, parce que vous avez 50 fois plus de métal nécessaire pour produire un kilowattheure éolien ou solaire que vous n'en avez besoin pour faire un kilowattheure avec une centrale à gaz, à charbon ou même nucléaire. Donc vous avez des besoins en métaux qui sont considérablement accrus. Et en fait, c'est ce qui fait dire à des gens comme moi que de déployer des énergies type éolien ou solaire pour pallier les énergies fossiles butera sur une autre limite physique, qui est le besoin en ressources métalliques. Et du coup, ça va se traduire économiquement par le fait que les investissements nécessaires sont absolument faramineux. L'Allemagne a déjà mis quelques centaines de milliards d'euros dans ses éoliennes et ses panneaux solaires. Ça ne lui a pas permis de se débarrasser des centrales préexistantes, qu'elle conserve pour quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent. Donc elle a gardé les centrales, enfin elle a un peu moins de nucléaire, un peu plus de gaz, mais en gros elle a gardé les centrales préexistantes. Et elle a rajouté par-dessus des éoliennes et des panneaux solaires pour quelques centaines de milliards d'euros. Ça a que marginalement baissé les émissions allemandes. Donc c'est un truc qui va demander des dizaines de milliers de milliards d'euros avant qu'on en voit le bout. Je veux dire, bon.
Donc on ne va pas y arriver avec le solaire et l'éolien. Le nucléaire, on ne va pas y arriver non plus dans les temps impartis. Alors déjà, c'est une très mauvaise idée de s'en séparer là où il y en a déjà. Donc je fais partie des gens qui pensent que de s'en séparer en France, c'est la dernière des conneries à faire, qu'on a beaucoup plus urgent à faire ailleurs. Je peux revenir sur les dangers du nucléaire si ça vous intéresse, mais j'étais venu faire une conférence là-dessus ici, qui doit être filmée il y a quelques années, donc vous pouvez ressortir les archives. Et puis l'inconvénient majeur du nucléaire, c'est que c'est un système lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous donnez le top départ et le moment où vous avez une série de centrales qui est disponible, il faut compter 20 à 30 ans. La construction en version crash programme des centrales en France, qui a démarré dans les années 70, elle s'est terminée en 1990 quelque chose. Et c'était en version crash programme, un truc qu'on ne serait plus capable de faire politiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il y a eu le dialogue entre le président d'EDF à l'époque, qui s'appelait Marcel Boiteux, qui ne l'est pas du tout, question cervelle, je peux vous assurer, et le Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Messmer, je me rappelle, enfin Boiteux me l'a dit, donc je me rappelle très bien. Messmer lui dit, Monsieur le Président, combien est-ce que vous pouvez faire de réacteurs par an si vraiment je vous demande de pousser tous les boulons, tous les feux à fond? Boiteux réfléchit, lui dit, bon, allez, au maximum, je peux en faire 6. Et Messmer de lui répondre, très bien, vous m'en ferez 7. Non. Aujourd'hui, on n'imagine pas Macron disant à Lévy, vous allez me faire 7 réacteurs, vous allez me démarrer 7 réacteurs par an. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Affreux pro nucléaire, machin, etc. Bon, en plus, EDF, c'est pas faire, ce qui est parfaitement vrai. Aujourd'hui, ils sauront refaire, mais aujourd'hui. Donc c'est un système qui est lent. C'est ça le problème. Donc là où il y en a, il faut le garder. Là où on peut le développer, il faut évidemment le développer parce que ça allège la peine sur le reste. D'accord ? Donc ça fait partie des parachutes ventraux, on va dire. C'est beaucoup plus économe en métal et en espace que les nouvelles énergies renouvelables. Là aussi, il faut 1000 fois plus d'espace pour faire du solaire que pour faire du nucléaire à production équivalente. Donc vous avez un petit sujet avec le solaire, c'est qu'aujourd'hui, pour déployer les panneaux, on est obligé de bouffer sur des surfaces agricoles et sur des forêts. Avec ce que je viens de vous raconter, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc vous avez des besoins importants. Les 2 seules énergies renouvelables dans le monde, pour finir là-dessus, qui continuent à jouer un rôle important, c'est la biomasse et l'hydroélectricité. Et donc c'est des énergies pour lesquelles vous avez de la chance ou vous n'en avez pas. Dit autrement, si vous êtes dans un pays dans lequel il y a plein de forêts par habitant et plein de montagnes par habitant, j'ai nommé la Suède, alors là, vous pouvez y penser. Donc 9 millions d'habitants sur les 2/3 de la surface française, 70% de forêts et des barrages à gogo. La Suède peut rêver d'un monde quasi industriel avec des énergies renouvelables. Elle peut en rêver. Nous, c'est pas possible. La Belgique encore moins. Non, mais ils sont un peu plus densément peuplés que nous. Et les Pays-Bas non plus. Donc et l'Europe dans son ensemble non plus. Donc il faut plein de montagnes ou plein de forêts pour avoir des énergies renouvelables. C'est une affaire d'espace essentiellement. Absolument. En France, je vais jusqu'à dire qu'il faut tout de suite arrêter les éoliennes et les panneaux solaires qu'on n'aurait jamais dû démarrer. Les énergies renouvelables dont il faut... Mais on aurait aussi dû ne pas faire ITER, parce que la fusion est un truc que vous serez mort, que ça n'aura toujours pas démarré à une échelle industrielle. Donc c'est... Moi, vous savez, alors j'aurais quand même dû donner l'échelle de temps. Pour se limiter aux 2 degrés, il faut quand même que je vous dise ça, pour se limiter aux 2 degrés de réchauffement, est-ce que vous savez par combien il faut diviser les émissions planétaires d'ici à ce que vous ayez même pas mon âge ? D'ici à 2050. Par 3. Par 5, ça serait mieux. C'est plutôt 1,5 degré par 3. Donc il faut les diviser par 3 en 30 ans. Alors maintenant, je vais vous donner un autre chiffre. Il n'y a pas de futur banquier, j'espère, dans cette salle. Mais si vous étiez futur banquier, une division Excel, c'est faire ça pour vous, quand l'ordinateur marche. Une division par 3 en 30 ans, c'est moins 4,5% par an. Il y a 2 années au XXe siècle, 2, pas 3, 2, où les émissions de CO2 ont baissé de plus de 4% dans l'année. Est-ce que vous pouvez les deviner ? Pas 1980, pas du tout. Non. Je crois que j'ai entendu la bonne réponse dans le brouhaha. Pas 70. Alors, 29, 45, bien. L'année de l'éradication industrielle de l'Allemagne et du Japon. Voilà, ça a fait moins 4% dans l'année. L'autre année où on a eu ça, c'est le paroxysme de la crise de 29. En l'occurrence, c'était en 32. Donc, il faudrait faire ça tous les ans, à partir de maintenant, pour tenir les 2 degrés. On ne fait pas ça tous les ans à partir de maintenant, l'Antarctique se désagrège.
Choisis ton camp, camarade, comme disait l'autre. Oui, c'est ça le deal. Donc je comprends la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que le manifeste va, etc. J'en sais rien, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal. Voilà, donc est-ce qu'en France, dans ce genre de contexte, avec ce que je crois être le danger du réchauffement climatique et du sevrage non anticipé des énergies fossiles, c'est-à-dire en gros la guerre partout, est-ce que dans cette affaire-là, remplacer du nucléaire par des éoliennes me paraît être le premier endroit où on doit mettre nos milliards? À l'évidence, non. À l'évidence, non. Pour vous donner 2 ordres de grandeur. Est-ce que vous... Alors, là, au moment où je vous parle, en fait plus exactement à fin 2018, le contribuable français, via l'État, s'est engagé à payer un peu plus de 100 milliards d'euros, 120, aux producteurs d'électricité éolienne et solaire pour les contrats qui ont été conclus avant décembre 2018. Donc dit autrement, tous les propriétaires d'installations qui, avant le 31 décembre 2018, avaient mis leur installation, avaient contractualisé avec l'État en disant « je vais faire ce truc-là ou je l'ai déjà fait et je vends mon électricité à tarif d'achat garanti », la somme de tous ces gens-là va encaisser 120 milliards d'euros d'impôts. 120 milliards d'euros d'impôts. Ces impôts viennent historiquement de taxes sur l'électricité et maintenant de taxes sur les carburants. Donc les gilets jaunes sont très contents de payer des taxes pour construire des éoliennes qui vont vachement les aider à se déplacer. Pour le moment, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais le jour où ils s'en rendront compte, je ne suis pas sûr qu'ils soient ravis. Avec le tiers de cette somme, je supprime la totalité des chaudières au fioul dans ce pays, la totalité, pour les remplacer par des pompes à chaleur. Dans le premier cas de figure, je n'ai pas baissé le CO2, parce que le nucléaire, comme les éoliennes, ça ne fait pas de CO2, enfin pas beaucoup. J'ai augmenté le risque nucléaire, parce que je vais garder mes centrales, comme les Allemands ont gardé leurs centrales pour assurer la fourniture électrique quand il n'y a pas de vent, je vais garder les centrales françaises pour la fourniture électrique quand il n'y a pas de vent. Simplement, je vais moins m'en servir dans l'année, puisque quand il y a du vent, je ne m'en servirai pas. Donc elles vont gagner moins d'argent. Que pensez-vous qu'il advient de l'entretien de quelque chose qui a des coûts fixes et qui garde moins d'argent? Je ne suis pas complètement sûr que ça va contribuer à améliorer la sûreté nucléaire. Je suis même assez persuadé de l'inverse. Donc on va dégrader la sûreté, ne rien faire sur le CO2 et détruire de l'emploi globalement, parce que quand vous faites un mégawattheure nucléaire dans ce pays, vous importez 1 euro d'uranium. Quand vous faites un mégawattheure solaire, comme c'est pas nous qui fabriquons les nacelles, ni nous qui fabriquons les panneaux solaires, les 10 premiers fabricants de panneaux aujourd'hui sont chinois, et les fabricants d'éoliennes sont chinois aussi. C'est-à-dire que même quand vous achetez une éolienne Vestas ou Siemens, maintenant la nacelle est faite en Chine. L'usine est faite en Chine. Donc vous augmentez les importations. Donc vous augmentez le risque nucléaire, vous augmentez les importations et vous ne gagnez rien en CO2. Donc comme truc de Shadok, on ne fait pas mieux, quoi. Donc évidemment que c'est le premier truc que j'arrêterai. Donc je m'occuperai des chaudières à fioul, des chaudières à gaz, de diminuer la taille des voitures et de convertir tous les agriculteurs à l'agriculture douce dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je suis sûr qu'avec 100 milliards, je fais quelques petits trucs dans ce pays. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent que le gouffre à milliards, qui a juste été la sucette électorale que Hollande a vendue au vert. Donc il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. En l'occurrence, son droit d'aînesse, c'était l'Élysée, enfin l'inverse. Et le plat de lentilles, c'était je vais taper sur le nucléaire en construisant des éoliennes. Mais c'est un truc, quand vous regardez objectivement, c'est un truc qui n'a strictement aucun intérêt sur rien. Voilà. Quelque part, c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas compris qu'il y avait un problème urgent. La meilleure preuve. Il y avait une main levée là depuis longtemps, il y en a une aussi là-bas, et puis je crois qu'il y en a une là-bas aussi qui... Du coup, vous avez soulevé un problème qui n'avait pas été soulevé, donc j'en profite. Vous avez dit qu'il y avait un problème d'approvisionnement, et que c'était un problème clé. Pourquoi est-ce que le prix n'arrive pas à réguler ce problème d'approvisionnement? Parce que dans les autres choses... Alors, vous avez appris un premier truc qui ne sert à rien en économie, qui s'appelle l'utilité. Et il ne sert à rien parce qu'il n'est confrontable à aucune expérience. Il n'y a pas d'expérience où on mesure des utiles. Voilà, bon. Eh bien, il y a un deuxième truc que vous avez pris en économie qui est faux, qui est qu'il y a une élasticité prix-volume qui est persistante. Alors, en fait, il n'y a pas d'élasticité prix-volume persistante sur l'énergie. Il y a une élasticité prix-volume instantanée, mais elle n'est pas persistante. Dans les graphiques que je ne vous ai pas montrés, mais vous pouvez le retrouver sur mon site perso, j'ai un article que j'ai publié dans les Échos il y a quelques années, que j'ai reproduit sur mon site perso, qui s'appelle « Le pétrole est-il élastique ?» Et alors, en fait, je parlais évidemment du prix du pétrole. Et à la suite, j'ai mis des graphiques
Et il y a un graphique que j'ai fait dans lequel je regarde comment varie le prix du pétrole en fonction de la quantité qu'on peut acheter dans l'année, qui est en fait la quantité produite dans l'année. Et il n'y a strictement aucune relation univoque entre les deux. Zéro. Ça ressemble à un plat de nouilles. Bon. Ce qui veut dire, alors pourquoi c'est comme ça? Parce que le pétrole est une denrée essentielle au fonctionnement de l'économie. En fait, aujourd'hui, le pétrole, en volume, c'est le premier facteur limitant de l'économie. Le premier. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Plus de pétrole, plus d'économie, moins de pétrole, moins d'économie, c'est exactement comme ça que ça marche, que la Fed fasse ce qu'elle veut et que Macron fasse ce qu'il veut sur les charges sociales, c'est juste comme ça que ça marche. Quand vous avez moins de pétrole, instantanément, vous allez avoir une hausse de prix. Donc la hausse de prix existe, l'élasticité existe à court terme. Mais si vous avez moins de pétrole, vous avez donc une économie qui peut vous offrir moins de transport. Donc l'économie produit moins, donc le PIB descend. Si le PIB descend, comme le PIB c'est la somme des revenus, les revenus de vos consommateurs descendent. Donc l'offre de pétrole est descendue, mais les revenus de vos consommateurs sont descendus aussi, et à ce moment, vous avez un nouveau prix d'équilibre qui n'a aucune raison d'être au-dessus du prix que vous avez eu au moment du choc, et en fait il est en dessous. Par ailleurs, comme le pétrole est un facteur limitant, alors quand vous avez un choc, le prix du pétrole monte. Du coup, les producteurs de pétrole sont incités à aller en chercher qui n'étaient pas rentables avant. Donc l'offre va un peu augmenter. Les consommateurs vont faire un peu gaffe, d'abord parce que c'est la récession et ensuite parce que le prix du pétrole est monté. Donc ils vont en consommer un peu moins. Du coup, pas longtemps après, vous allez vous retrouver avec une offre un peu en surplus. À ce moment, le prix se casse la gueule. D'autant plus que le pouvoir d'achat de votre consommateur avait un peu diminué. À ce moment, les producteurs de pétrole se disent, puisque le prix est bas, je ne vais pas aller en chercher du en plus parce que ce n'est pas rentable. Donc, ils coupent dans leurs investissements. Mais comme le prix est descendu, le consommateur se dit quand même, je vais en reconsommer un peu plus. Le prix est descendu et avec l'effet du prix élevé précédent, l'offre a été un peu mieux approvisionnée. Donc il en consomme un peu plus alors que les investissements diminuent. À ce moment, la production repart à la baisse, la demande repart à la hausse et boum, et vous recommencez le cycle. Donc en fait, vous allez avoir le prix du pétrole. La seule chose que vous êtes capable de théoriser sur un approvisionnement contraint, c'est qu'il sera oscillant. Et en fait, ce qui va vous donner la dureté de la contrainte, c'est à mon avis deux éléments. Un dont je suis sûr, un qui est une hypothèse, mais l'avenir le dira. Ce dont je suis sûr, c'est que ce qui va donner la contrainte sur la disponibilité du pétrole, c'est non pas le prix de marché du pétrole, c'est la quantité d'investissement qu'il faut mettre sur la table pour extraire un baril jour supplémentaire. Et il se trouve que le premier à m'avoir dit ça aussi simplement, c'est l'auteur de The Limits to Growth, puisque j'ai eu l'immense honneur dans ma vie de rencontrer M. Dennis Meadows. Et il m'avait dit exactement ça. Il m'avait dit la rareté des ressources naturelles ne se verra pas à travers leur prix de marché, elle se verra à travers le fait qu'il faudra mettre de plus en plus d'investissements pour extraire une unité supplémentaire de ressources. Et quand vous regardez le pétrole, c'est très exactement ce qui se passe. Le pétrole de schiste demande beaucoup plus d'investissement par baril extrait, les sables bitumineux demandent beaucoup plus d'investissement par baril extrait, l'offshore profond demande beaucoup plus d'investissement par baril extrait que les grands gisements conventionnels à terre sur lesquels les drones de je sais pas qui sont allés se faire la main il n'y a pas longtemps. Où le prix d'extraction reste ridicule. Le prix d'extraction dans ces gisements, c'est 5 $ le baril. C'est 0,3 centimes le kilowattheure. Vous voyez, 0,3 centimes le kilowattheure de pétrole avec la fonction de stock déjà incluse. Le prix du kilowattheure éolien, dans les bons cas de figure, c'est 4 à 5 centimes sans la fonction de stock. Avec la fonction de stock, vous montez à 15 à 20. Donc vous avez un rapport de 1 à 100 quasiment entre le pétrole qui attend sous nos pieds gentiment qu'on vienne le chercher et l'éolienne qu'il faut construire, en plus avec du pétrole déjà, sans pétrole ça serait encore plus cher, qui nous sort l'énergie du vent, c'est-à-dire 1 kg par mètre cube, quoi. C'est pas beaucoup. Donc tout ça pour dire que le prix n'est pas le marqueur. Le marqueur, c'est le capex par unité extraite. Et le deuxième marqueur, à mon avis, ça sera la volatilité du prix. Quand on était avant les premiers chocs pétroliers, c'est-à-dire avec une offre pléthorique, le prix a été cartélisé par les producteurs, il est resté stable pendant un siècle quasiment. Après, en dollars constants, il est resté stable. Arrivent les chocs pétroliers, qui est le début d'une modification de la dérivée sur l'offre de pétrole. Le pétrole croissait de 8 à 9% par an. Il ne croît plus que de 1% par an après. Un gros changement de dérivée. À ce moment-là, le prix commence à osciller. Alors il oscille avec une grande longueur d'onde, 10-15 ans. Premier choc en 1974-79, ça redescend. Deuxième choc dans les années 90, ça redescend. Troisième choc dans les années 2000, ça redescend. Ça remonte plus vite. 2008, 2009, ça se casse la gueule. 2010, ça remonte. Jusqu'en 2014. 2015, ça se casse la gueule. Puis là, ça a recommencé à remonter. Puis ça, voilà. Donc, la longueur d'onde va se raccourcir
C'est ça mon marqueur pour moi. Mais alors ça, c'est une hypothèse que je pose. Hein. J'en ai pas la démonstration formelle, mais j'ai envie de dire que le truc qui attire ma vigilance, à moi, qui capte ma vigilance, c'est de regarder la longueur d'onde de l'oscillation. Et plus elle se raccourcit, plus ça veut dire qu'on commence à avoir une contrainte sérieuse sur la disponibilité.